Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h16. Bonjour Edwige Chevrillon, votre invité ce matin, Jean-Dominique Sédar, le président de Renault. Jean-Dominique Sédar, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de Renault. Vous avez annoncé un plan très important pour le constructeur automobile français. Vous avez aussi remis un peu peut-être les pendules à l'heure entre l'alliance entre Nissan, Mitsubishi et Renault. On va y revenir. On va commencer d'abord par cette actualité d'hier. On a appris, donc ça y est, vous avez obtenu ce prêt garanti par l'État à hauteur de 90%. Est-ce que pour vous, ce prêt, il est essentiel ? Il est vital pour Renault pour éviter le pire. Il était important pour Renault et je suis très reconnaissant à l'État d'avoir apporté sa garantie pour ce prêt bancaire que nous allons maintenant éventuellement pouvoir mettre en œuvre dans les semaines qui viennent. Il faut comprendre que l'État nous soutient et nous appuie et c'est une très bonne chose. Parce que ça nous permet, dans cette période extrêmement complexe que nous traversons, à cause notamment de la pandémie que nous avons vécue tous, de passer le pont, si je puis dire, pour permettre le rebond de Renault dans des conditions satisfaisantes. Il faut bien comprendre que ce prêt est lié strictement à la pandémie, car avant la pandémie, il n'était pas envisageable d'avoir une nécessité de cet ordre. Le prêt n'était pas envisagé avant, parce qu'il y a Bruxelles quand même qui regarde, parce qu'on a le droit de donner des aides publiques à condition que ça rentre dans le cadre de cette crise du Covid. Est-ce que vous nous dites ça justement pour éviter Bruxelles? Est-ce que vraiment Renault n'avait pas besoin de ce prêt? Bruxelles a donné son accord, je crois, dans des conditions tout à fait normales. Encore une fois, les équipes de l'agence de participation de l'État a été extrêmement, efficaces avec les équipes de Renault. Tout ça s'est très passé tout à fait sans aucun problème. Donc, mais il est clair qu'avant la pandémie, on n'en parlait pas de ce qu'on n'en avait pas a priori besoin, voyez-vous. Ce qui est très important de comprendre, c'est que le diagnostic concernant Renault, je l'avais fait avec les équipes Renault déjà à la fin de l'année dernière. Et lorsqu'en février, Clotilde Delbos, directrice générale, avait annoncé ce plan, elle savait que c'était à cause d'un diagnostic partagé que Renault avait absolument besoin de se remettre sur des rails. La pandémie est venue derrière, elle n'a pas amélioré la situation, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a fait que rajouter de la légitimité à l'urgence. Pour moi, il était absolument clair, et quand on l'a dit en février, c'était d'une clarté absolue, qu'il fallait que Renault se remette, je dirais, se remuscle et se remette sur des rails du rebond, parce que je suis absolument persuadé que c'est possible, et je pense qu'on va le faire, et on va le faire d'ailleurs en communauté avec toutes les équipes de Renault sur tous les sites en France et à l'étranger. Je vous garantis que ça va être partagé comme rarement ça l'a été, mais nous allons le faire. Et c'est nécessaire, on ne va pas laisser Renault dans la situation que nous connaissons. Que vous avez trouvé en arrivant, c'est ça que vous voulez dire, Jean-Dominique Sénat. Est-ce que quand même, ça veut dire que, est-ce que Renault aura de quoi rembourser le cash nécessaire pour rembourser ce prêt? Comment vous allez l'utiliser? Et puis, est-ce que le cash nécessaire aussi pour investir aux côtés? Parce que, je veux dire, le plan de survie, il ne peut fonctionner que si vous avez les moyens d'investir. Alors, pour tout vous dire, le plan de survie, il est fait pour générer de quoi investir dans l'avenir. On ne fait pas cela simplement pour le plaisir de réduire des coûts fixes. Il est évident que le Renault en a besoin partout dans le monde, d'ailleurs. Ce n'est pas un plan français en tant que tel, c'est un plan international, vous l'avez dit, il est important, mais il est mondial. Renault a absolument besoin d'être capable de soi-même de générer la trésorerie nécessaire pour investir dans l'avenir. Parce que c'est bien gentil, mais on parle de la transformation du monde automobile, on parle des engagements que nous avons pris, auxquels je tiens beaucoup, qui consistent à tripler la production de véhicules électriques en France, la quadrupler d'ici 2024, d'investir partout où c'est possible dans la technologie pour la rendre la plus forte. Et au passage, je salue ici le travail des équipes qui est extraordinaire, mais nous ne pouvons pas le faire ni d'avoir de vision quelconque si nous n'avons pas les moyens intrinsèques de le faire. Et nous devons reposer sur nous-mêmes, c'est à Renault de le faire, c'est sa fierté, c'est son honneur. Oui. Ce prêt, il va vous servir à quoi concrètement? Et d'abord, vous allez l'utiliser complètement, quelle hauteur, à quel rythme? Alors ça, écoutez, je vous le dirai quand le moment sera venu, parce que aujourd'hui, nous sommes en train d'observer le marché, de voir comment il évolue, et c'est clairement en fonction de l'évolution de ce marché que la nécessité se fera ou non sentir. Donc aujourd'hui, ce filet de sécurité est là, l'État a apporté sa garantie, et encore une fois, je lui suis extrêmement reconnaissant. Mais nous verrons bien dans les semaines qui viennent, en fonction de l'évolution du marché français et international, si
Renault a besoin d'utiliser et jusqu'à quoi. Est-ce que vous observez justement, où il est un petit peu trop tôt, une reprise du marché automobile? On a vu quand même des départs de 70%, on a vu les chiffres un peu catastrophiques. Oui, vous avez vu des chiffres effarants, et le mois de mai, vous l'avez vu, était un peu moins catastrophique, mais il était franchement absolument effrayant par rapport à la vie normale. On va voir comment se passe le mois de juin. Écoutez, moi je suis optimiste. Je pense que le monde a besoin de mobilité, pas simplement dans notre pays, où on découvre d'ailleurs que la voiture a un rôle absolument essentiel, notamment en termes de sécurité et en termes de liberté. Et je crois que ceci ne partira pas. C'est ancré dans les esprits. On l'a très bien vu d'ailleurs au moment du déconfinement, à quel point les Français étaient attachés à leur voiture. Oui, enfin en même temps, on voit bien que dans les villes, ne serait-ce qu'à Paris, on ne peut plus avoir de voiture. Ouais, donc c'est un peu la contradiction que vous subissez en tant que constructeur automobile. Écoutez, on travaille pour l'amélioration de l'environnement, et je ne dis pas ça pour le plaisir de le dire, c'est dans l'ADN du groupe Renault. Je pense que nous allons pouvoir dire enfin ce que nous avons fait dans ce groupe pour travailler contre le changement climatique. On n'a pas arrêté, nous sommes des précurseurs dans ce domaine-là, et je suis très heureux de le dire parce que j'ai été dirigeant d'une entreprise qui aussi a été précurseur dans ce domaine, à une époque où, très honnêtement, personne ne s'y intéressait. En l'occurrence, oui, mais les deux sociétés ont évolué de ce point de vue-là de la même manière. C'est très intéressant. Alors maintenant, ça devient évidemment le sujet central, et nous sommes très armés pour ça. On a des équipes formidables qui ont porté, je dirais, l'ADN de Renault à son meilleur. Vous verrez les technologies hybrides qui sortent aujourd'hui, la Capture, la Clio, tout ce qui arrive maintenant. Je pense que c'est une des plus belles technologies au monde de l'hybride. Vous allez voir, ça va être quelque chose d'impressionnant. Vous avez dit qu'il s'agit de la survie de Renault, ce plan que vous avez présenté. Renault doit avoir un avenir. Et à un moment, vous avez douté de l'avenir de Renault, Jean-Dominique Senard? J'ai été lucide, c'est-à-dire que je crois que c'est mon devoir de chef d'entreprise. J'ai un devoir de phrase forte. Oui, j'ai un devoir de lucidité, d'anticipation, ça fait partie de la responsabilité. Il faut dire les choses en face. Renault est fragile, encore fragile. Mais nous avons tout ce qu'il faut en interne pour rebondir. Je connais la passion de nos équipes, je sais ce qu'ils sont en train de faire, et ce plan, on l'a travaillé en interne. Écoutez, ce sont des choses que tout le monde ressent. Et donc, oui, Renault est fragile. Si je vous disais l'inverse, vous ne me croiriez pas. Mais écoutez, c'est une situation temporaire. Vous allez voir, le rebond va être magistral. Vous avez annoncé 15 000 suppressions de postes, dont 4 600 en France. Vous aviez on a entendu des doutes, peut-être que c'était que des rumeurs, mais en tous les cas, sur la fermeture éventuelle de Maubeuge, sur la question des fonderies de Bretagne, ici ou là. Et finalement, on voit qu'il n'y a que Choisy-le-Roi qui doit fermer. On avait même parlé à un moment de la fermeture de Flins, ce n'est pas du tout le cas. Est-ce qu'on vous a tordu le bras? Est-ce que vous mettez vraiment votre plan en action tel que vous le vouliez, ou c'est l'État qui vous a tordu le bras? Non, écoutez, l'État ne m'a absolument pas tordu le bras. J'ai des échanges réguliers avec l'État, qui est une partie prenante fondamentale de Renault. Écoutez, Renault, c'est un bout de France. On le comprend. Et je le sais depuis ma naissance. Et donc, au fond, que l'État s'intéresse à Renault, ça ne me choque pas, ça ne me surprend pas. Nous avons un dialogue permanent avec l'État sur ces questions-là. Je vous dis que s'il y avait la moindre difficulté dans nos rapports actuels sur ce sujet-là, ça se saurait. Ce n'est pas le cas. Nous allons réaliser ce plan sans aucun doute. Ok, donc Maubeuge, vous pouvez nous confirmer là, c'est une filiale de Renault, ne ferme pas. Mais je n'ai jamais prononcé le mot de fermeture. Vous savez, il faut se méfier. Qu'est-ce qui va se passer alors? On a une spécialité dans ce pays quand même. Mais c'est pour ça que je vous pose la question. Pour élaborer sur des sujets avant même que le dirigeant n'ait pu se parler. Donc il faut faire très attention à tout ça. Je n'ai jamais prononcé une seule fois le nom de fermeture de Maubeuge. Je n'ai qu'une idée, c'est que Maubeuge soit un site performant dans l'avenir. Il l'est aujourd'hui, je l'ai dit. Je ne change pas d'avis. Je pense que les compétences de Maubeuge sont nécessaires. Mais ce qu'il faut bien comprendre, Mme Plevrion, c'est que nous sommes un groupe. Et que Maubeuge fait partie de ce groupe. Maubeuge est un site exceptionnel en compétences, mais il n'est pas le seul. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si le groupe Renault a besoin des compétences de tout le monde, il a besoin de Maubeuge comme du reste. Et je pense qu'on ne peut pas raisonner de façon isolée. Ce plan de Renault n'est pas un plan sur un site, c'est un plan sur un centre global. Et tant qu'on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas pourquoi la solidarité de tous doit jouer. C'est en tous les cas ça que je vais voir avec toutes les équipes du groupe aujourd'hui. On va tout mettre sur la table en transparence et comprendre pourquoi, quelle que soit la performance exceptionnelle de Maubeuge, il faut faire en sorte de s'organiser
pour permettre le rebond de Renault. Est-ce que vous allez aujourd'hui, on sait qu'il y a une réunion à l'Elysée sur le plan emploi jeune, parce qu'il y a vraiment une génération Covid qui va peut-être être sacrifiée. Oui. Est-ce que, puisque vous licenciez, vous ne pourrez pas employer des jeunes l'apprentissage, est-ce que vous allez quand même en prendre chez Renault, c'est important. S'il y a quelqu'un qui a porté pendant longtemps dans l'industrie l'apprentissage, je crois pouvoir en faire partie de ce groupe de personnes. Bien sûr qu'on va continuer. Ça fait partie des priorités absolues de maintenir l'embauche de ce point de vue-là des jeunes, et notamment à travers l'apprentissage qui est pour moi la première voie royale pour l'emploi dans l'industrie. Ça serait quand même fou d'arrêter ça. Il y aura une rotation normale des équipes. L'âge venant, certaines équipes s'en vont, les jeunes vont rentrer. Évidemment que nous allons embaucher des gens, bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que certains disent ceux qui, peut-être les cols blancs qui vont payer le plus cher, le plus lourd tribut, en l'occurrence au plan que vous mettez en place, sur le technocentre. Il y a beaucoup d'interrogations sur les technocentres de Guyancourt. On sait qu'il y a un nouveau patron qui arrive de Pessa et qui a dit, là, il y a beaucoup trop de monde, donc on parle de, je sais pas, de 1000 licenciements. Enfin, est-ce que vous pouvez nous préciser les chiffres? Il n'y a pas le moindre licenciement. Alors soyons clairs, je le redis devant tout le monde de la manière la plus solennelle, je suis là pour le garantir, il n'y aura pas de souffrance sociale, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun licenciement. Il faut être clair. 13% des effectifs, c'est un chiffre qui circule. C'est entendu, on va voir, on va en discuter, il faut que nous nous musclions, j'ai pas peur de le dire, on va prendre le temps de le faire, on va s'occuper de tout le monde, il n'y a pas une personne qui restera au bord de la route. Il n'y a aucun sujet. J'irai d'ailleurs moi-même à Choisy l'expliquer, puisque je sais qu'il y a des motions en ce moment à Choisy. J'irai dans quelques jours leur expliquer. Je n'ai aucun souci avec ça. Il n'y aura personne de mis sur le côté. Au contraire, on a besoin des compétences de tous. Alors je vous garantis qu'avec cet état d'esprit, vous allez voir Renault, ça va aller. Donc Choisy, vous allez à Choisy, vous allez leur expliquer que vous allez les recycler dans le... Oui, parce qu'il y a un projet, parce qu'il y a un projet formidable. Leur dire. Tout le monde s'attendait à ce qu'on dise, tiens, on va fermer Flins. Eh ben, on va pas fermer Flins. Fermer Flins, ça serait absurde. On va créer à Flins un centre, un écosystème absolument formidable qui existe déjà en grande partie et auquel on va adjoindre des activités formidables d'économie circulaire, en particulier celle de Choisy. Choisy est une vitrine de ce point de vue-là, je ne dirais jamais le contraire, où les équipes ont fait un boulot fabuleux, mais qui n'est pas assez connu. Et Choisy est un endroit qui ne peut pas, qui est en pleine ville, etc., qui ne peut pas grandir dans l'avenir, et donc on risque, si on n'anticipe pas, de voir une attrition dans cette activité qui est en fait, de mon point de vue, une activité centrale de l'avenir de Renault. Donc il faut absolument qu'à Flins, cette activité puisse trouver son déploiement. Qu'est-ce que vous allez faire avec Daimler? Il y a beaucoup de questions. On dit que Renault est un constructeur qui doit redevenir français et doit redevenir européen. On se souvient que vous avez voulu vous rapprocher avec Fiat Chrysler, ça ne s'était pas fait. Oui. Est-ce que vous cherchez une alliance avec Daimler? Mais elle existe déjà, figurez-vous. Mais partiellement. Oui, non, mais pas tant que ça. Vous voulez la renforcer, si vous préférez. J'avais décidé avec Clotilde Delbos en fin d'année dernière de redonner du souffle à cette alliance et nous avons un écho très très favorable de la Källenius qui lui aussi le souhaite. Alors avec ça, vous savez, si on n'y arrive pas... Mais pour faire quoi? Eh bien, vous savez que nous travaillons ensemble déjà beaucoup. Nous fabriquons des véhicules, je dirais, utilitaires pour Daimler et nous le faisons d'ailleurs dans un terme de qualité que Daimler n'a jamais remis en cause. Eh bien, écoutez, on va continuer et on va trouver les chemins, j'espère, dans quelques semaines, pouvoir annoncer avec Daimler une étape supplémentaire dans l'alliance. Capitalistique ou une... Non, c'est pas nécessaire. Alliance, c'est important. Merci beaucoup, Jean-Dominique Sénard, d'avoir été avec nous. Donc, voilà, Renault joue son avenir, mais vous restez optimiste, voire très optimiste. Merci d'avoir été ici avec nous sur BFM Business. Christophe Jacobizine, c'est à vous. Merci à tous les deux.